C'est le moment de vérité, l'instant où on doit pouvoir se regarder en face et se dire les choses, même si elles sont désagréables. Fini la politique de l'autruche qui consiste à se mettre la tête dans le sable pour ne pas affronter sa réalité, pendant que d'autres s'occupent de se développer en nous faisant proprement les poches. Très souvent, quand on parle de colonisation et de néocolonisation de l'Afrique et qu'on explique que c'est la première des choses qui empêche l'évolution de nos pays, on entend beaucoup de personnes dire qu'en fait, les pays africains n'ont pas été les seuls à avoir été colonisés. C'est ce type d'argument qui est utilisé par des racistes notoires, des personnes nostalgiques de la cruauté de leurs parents. Par exemple, Thaïs Descuffon. La pauvreté des anciens colonisés serait due à la France? En réalité, cette excuse ne tient pas du tout la route. Ces pays sont pauvres, car mal gérés, et c'est tout. La Corée a été une colonie pendant 40 ans, soit de 1905 à 1945. La colonisation a été dure pour les Coréens. Pourtant, aujourd'hui, la Corée du Sud est la 10e puissance économique mondiale. C'est la politique menée et pas le passé colonial qui explique la richesse d'une nation. C'est aussi l'argument qu'Alain Foka a utilisé dans une de ses chroniques qui est parue il y a quelques semaines. Bon, je le dis d'emblée, ses intentions n'ont rien à voir avec ceux des racistes notoires. Lui, son objectif est complètement différent. Il est bien plus noble, nous inspirer. C'est ce qu'il voulait à travers cet argumentaire. Ce qu'il voulait nous faire comprendre, c'est que c'est possible. On ne doit pas s'arrêter de vivre, on ne va pas continuer de souffrir parce que nous avons été colonisés. Dénoncer, c'est bien, mais il faut aussi construire, élaborer un projet. Ceci est la Corée du Sud, 10e économie mondiale, respectée de tous. Regardez à quoi elle ressemblait en 1960. Elle aussi était colonisée par les Japonais. Savez-vous que la Corée du Sud, dans les années 1960, avait une économie presque identique à celle du Cameroun et de la Côte d'Ivoire? En 2017, son PIB nominal par habitant s'élève à presque 30 000 $, soit le même niveau que l'Espagne. Signe d'intégration forte dans l'économie mondiale, la Corée du Sud a rejoint l'OCDE en 1996. Regardez par vous-même la différence entre ce pays et les nôtres d'Afrique, qui sont pourtant montrés comme le haut du panier sur notre continent. Autre exemple, Singapour, un pays insulaire situé à l'extrémité de la Malaisie, légèrement plus petit que la ville de New York avec ses 5,6 millions d'habitants. Le pays affiche une production économique de près de la moitié de 1 billion de dollars, ce qui en fait la 33e plus grande économie du monde. Souvenez-vous, il y a à peine 5 décennies, Singapour était un pays désespérément pauvre, encore marqué par une longue histoire d'occupation. Pendant des décennies, il était essentiellement une mégapole misérable. La plupart de ses habitants vivant dans la pauvreté. Son économie était moins importante que celle de la Côte d'Ivoire ou encore du Sénégal. Regardez ce qu'elle est devenue. Et regardez l'état de nos pays. Il y a 50 ans, voici à quoi ressemblaient les Émirats arabes unis. Un bout de désert qui ne donnait envie à personne d'y aller. Le plus important immeuble ici était celui-là. Il ne dépassait pas 7 étages. 50 ans plus tard, voici Dubaï. Dubaï est devenu l'un des lieux forts de l'économie du monde. Peuple du désert, en quelques années, ils ont purifié la mer. Ils ont transformé les dunes de sable en jardins. Ils affirment la fierté d'un peuple longtemps soumis au colonialisme. Alors, je comprends la démarche qui est de dire que nous ne sommes pas les seuls à avoir souffert ou à souffrir encore. Mais qu'à la différence de nous, actuellement, les autres se prennent en main. Donc, on doit faire pareil. On doit se reprendre, on doit travailler. Tout simplement parce que personne ne le fera à notre place. Tout le monde veut voir l'Afrique à terre. Nous avons donc un intérêt accru, croissant et réel de nous battre pour notre dignité, pour notre héritage. Comme l'ont d'ailleurs vaillamment fait nos ancêtres. On doit continuer la bataille. C'est une logique, c'est une approche avec laquelle je suis totalement d'accord. C'est totalement vrai. C'est une approche que je défends, que je pratique et que j'encourage d'autres à faire et à pratiquer et à défendre. Mais il est important de bien comprendre la situation dans laquelle nous sommes pour pouvoir avoir la meilleure stratégie possible dans le combat difficile que nous menons au quotidien. La colonisation des pays comme Singapour ou encore la Corée du Sud, qu'il a pris en exemple, n'a rien à voir avec la colonisation qu'a subi les pays africains.
absolument rien à voir. La première chose à comprendre, c'est que toutes les colonies dans le monde ne servent pas les mêmes objectifs. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Quand initialement le Japon prend possession de la Corée du Sud, c'est pour étendre leur territoire. C'est parce qu'ils cherchaient à s'installer, ils veulent faire de ce pays un territoire japonais à part entière. Le Japon visait à exercer un contrôle politique complet sur la Corée en éliminant la souveraineté coréenne et en établissant une administration japonaise directe. Cela impliquait la suppression des institutions gouvernementales coréennes et la mise en place d'une administration japonaise au complet. Aussi, le Japon cherchait à utiliser la Corée comme base pour ses ambitions militaires en Asie de l'Est. Cela comprenait la construction d'installations militaires et le recrutement de la population coréenne pour servir l'armée japonaise. Et enfin, le Japon a tenté d'imposer sa culture et sa langue à la population coréenne dans le cadre de ses efforts d'assimilation. Donc, il voulait supprimer l'utilisation du coréen et promouvoir la culture japonaise. Leur but était de faire en sorte que les Coréens deviennent japonais. Bien que la Corée avait des mines de charbon, des terres agricoles et quelques ressources naturelles par-ci par-là, c'est un pays qui n'est pas particulièrement riche en ressources. Donc le Japon colonise la Corée pour son expansion militaire et sa position stratégique en Asie, absolument pas pour les ressources du pays. Et quand les États-Unis viennent reprendre la Corée au Japon, c'est exactement pour les mêmes objectifs. On va prendre quelques dates pour illustrer ça. De 1910 à 1945, la période coloniale japonaise. Pendant la colonisation japonaise en Corée, le Japon a établi plusieurs bases militaires en Corée pour consolider son contrôle et soutenir ses opérations militaires régionales. Durant la même période, les bases militaires des pays impérialistes en Afrique servaient au contrôle de la population, aux guerres contre les populations qui essayaient de se révolter et au maintien du système esclavagiste. Après la Seconde Guerre mondiale, de 1945 à 1950, le Japon a perdu son contrôle sur la Corée. Les forces alliées dirigées par les États-Unis sont intervenues dans la péninsule coréenne et une division a été établie, marquant donc le début de la division entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pendant la guerre de Corée 1950-1953, les États-Unis ont soutenu la Corée du Sud contre la tentative d'unification que la Corée du Nord avait en projet. Les bases militaires américaines ont été établies en Corée du Sud et les troupes américaines sont restées stationnées dans la région même après la fin de la guerre. Depuis les années 50 et depuis la fin de la guerre de Corée, les États-Unis maintiennent une présence militaire en Corée du Sud avec des bases et des troupes militaires armées, lourdement armées sur place. Ces bases ont été utilisées pour garantir la sécurité régionale et la stabilité sur l'ensemble de la péninsule. Ce que vous devez savoir, c'est que la présence militaire américaine en Corée du Sud fait partie intégrante de la politique d'influence régionale des États-Unis en Asie de l'Est. Cela permet aux Américains de jouer un rôle actif dans les affaires régionales et de maintenir une présence stratégique dans la région. Quand vous entendez parler de bases militaires en Afrique, ça rime souvent avec l'influence dans la région. Non, absolument pas. Quand vous entendez parler de bases militaires en Afrique, ça rime surtout avec la protection des biens des pays comme la France, les États-Unis, etc. J'en passe, en Afrique. Donc la protection de leurs biens en Afrique. C'est pour ça que leurs bases militaires sont là. Pas pour une influence régionale, mais pour protéger leurs biens dans les pays spécifiques. Les bases militaires qu'il y avait au Niger, au Mali et au Burkina Faso avaient pour rôle d'éliminer toute chose qui nuise les intérêts de la France, en l'occurrence les intérêts de la France dans ce qui concerne l'exploitation abusive des ressources comme l'uranium. Et aussi à maintenir le système néocolonial en place, avec toute aide possible et imaginable pour pouvoir défaire les présidents et les dirigeants ou encore les leaders d'opinion qui voulaient faire en sorte que la population se libère du joug de la France. Ce qui veut simplement dire que les militaires qui sont en Afrique n'ont aucun intérêt à ce que ces zones soient développées, vu que c'est l'instabilité qui permet le pillage. Et c'est comme ça dans tous les pays d'Afrique. Partout, on ne comprend pas, il y a les problèmes de terrorisme, il y a les problèmes de X, de Y, on ne comprend pas, donc c'est pour ça. C'est parce que l'instabilité permet le pillage. Là où les pays comme la Corée du Sud ont été pensés comme étant une avant-garde, un poste d'avant-garde, les pays africains ont été pensés comme étant une mangeoire, un endroit où on vient prendre les ressources, une réserve, un magasin, ce qui implique donc un traitement totalement différent. Une avant-garde doit être développée, pas une mangeoire, parce que la mangeoire sert uniquement de réserve
de matériel. Pour empêcher la Corée du Nord, qui, je le rappelle, était socialiste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'annexer la Corée du Sud et de risquer par ricochet de faire perdre un territoire aux États-Unis qui leur permet d'avoir un contrôle sur l'Asie de l'Est, un certain pouvoir sur l'Asie de l'Est, les États-Unis vont faire de très gros investissements en Corée du Sud pour qu'elle se développe le plus rapidement possible. De 1950 à 2010, la Corée du Sud a reçu des aides militaires, des accords bilatéraux, des investissements privés à hauteur de plusieurs dizaines de milliards chaque année, avec des montants de plus en plus importants à chaque fois. C'est-à-dire à chaque année, les montants augmentaient. Ça, sans compter les prêts et des assistances techniques qui leur ont été extrêmement utiles et extrêmement abondants. Ça leur a été fourni en abondance. Et les États-Unis ont fait tout ça pour empêcher qu'ils n'entrent dans le bloc socialiste. C'est cet argent et cette aide, ce coup de pouce des États-Unis qui va permettre à la Corée d'avoir ce dynamisme historique que nous savons tous. Et les États-Unis vont directement participer à la création d'entreprises comme Samsung, Hyundai, LG et j'en passe. Ce que je viens d'expliquer pour la Corée du Sud là, c'est la même chose que Singapour, qui a aussi été transformé en avant-poste américain pour pouvoir avoir le monopole sur le commerce dans la zone et imposer donc des taxes aux commerçants et aux autres pays occidentaux. Les États-Unis ont aussi mis énormément d'argent pour construire le pays et rentabiliser les infrastructures qui ont été mises en place pour le commerce. Résultat, aujourd'hui, je vois des entrepreneurs africains sur les réseaux qui nous conseillent d'aller faire du commerce à Singapour parce que c'est 1000 fois mieux qu'en Afrique. Ce qui est vrai, le pays a été pensé pour être comme ça, pour être ce que c'est là. À chaque fois qu'un pays d'Asie a été un intérêt pour d'autres puissances coloniales, ils ont fait en sorte d'y mettre beaucoup d'argent pour aider ce pays à se défendre et à maintenir leur position en place. C'était purement calculé, mais ça a permis au pays là d'être ce que c'est aujourd'hui. Donc il y a toujours eu un conflit géopolitique derrière. Et ce conflit géopolitique a obligé les États coloniaux à injecter énormément d'argent dans les pays qu'ils avaient colonisés en Asie. Quelle était la situation des pays africains? En 1870 va débuter ce qu'on appelle la ruée vers l'Afrique, qui a abouti en 1884 à la conférence de Berlin où justement, pour éviter des conflits, les pays colonisateurs se sont mis d'accord sur le partage de l'Afrique. L'Afrique a été prise comme un territoire où il fallait exclusivement récolter des ressources. Donc, il ne fallait absolument pas que pour des raisons stratégiques, un pays colonial soit obligé d'accélérer le développement d'un pays africain pour que par la suite, ce pays africain-là aide d'autres pays africains à devenir plus riches. Ils ont toujours mis un point d'honneur à ne jamais aider un pays africain pour toujours pouvoir continuer à piller les ressources de nos pays. Et ça se voit encore aujourd'hui avec le néocolonialisme que certains veulent nier. Dans le livre Néocolonialisme, le dernier stade de l'impérialisme de Kwame Nkrumah, il nous explique que le néocolonialisme est l'évolution ultime de la colonisation. C'est son aboutissement absolu en fait. Voici quelques extraits du livre que je vais vous lire. L'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui est assujetti est théoriquement indépendant, possède tous les signes de la souveraineté sur le plan international. Mais en réalité, son économie et par conséquent sa politique sont manipulées de l'extérieur. Le néocolonialisme est aussi la pire forme d'impérialisme. Pour ceux qui le pratiquent, il signifie le pouvoir sans responsabilité. Et pour ceux qui le subissent, c'est l'exploitation sans contrepartie. Tout ceci, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est bien pour vous faire comprendre que oui, de nombreux pays ont été colonisés. Mais leur cas n'a rien à voir avec celui de l'Afrique. Il faut qu'on comprenne que nous sommes uniques, que ce qu'on nous a fait est unique. Donc nous allons devoir totalement inventer les méthodes qui vont servir à notre libération. On n'a pas d'autre choix, parce qu'on n'a pas de modèle sur qui s'inspirer. Parce que ce qu'on a fait à l'Afrique, on ne l'a fait nulle part. On n'a pas détruit les langues coréennes. On n'a pas détruit le japonais. On n'a pas détruit le chinois. On n'a pas détruit l'arabe. On n'a pas détruit les langues de ces pays-là. En revanche, en Afrique, on a détruit nos langues. On a détruit notre modèle de pensée. Si on suit l'exemple du Qatar, de la Corée du Sud, du Japon, de Singapour, ça ne va pas fonctionner. Et on ne comprendra pas pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas chez nous si on ne comprend pas que les colonies n'avaient pas les mêmes rôles et n'avaient pas les mêmes traitements. On ne doit pas s'habituer sur notre sort, pas du tout. On doit se battre, on doit travailler, on doit comprendre ce que nous avons subi et agir en conséquence. Vous l'avez compris maintenant, je ne répondais pas à Alain Foka qui n'utilise absolument pas ses arguments pour nous insulter, mais au contraire pour nous motiver. Je répondais à tous ceux qui parlent des autres colonies pour nous dénigrer. Et maintenant, vous aussi, vous avez les arguments pour nous défendre. Si jamais une personne vous sort ça comme exemple.
Et utiliser ce raisonnement à chaque fois pour d'abord que nous-mêmes on comprenne que comme nous sommes uniques, on doit développer des stratégies qui sont uniques à notre cas. Parce que honnêtement, si on ne saisit pas la gravité de notre situation et à quel point notre colonisation a été profonde, vicieuse et malsaine, ce sera très difficile pour nous de nous en sortir. Extrêmement difficile. C'est ce que je voulais partager avec vous ici. Je pense que c'était tout pour cette émission. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.